regarder le replay. Donc voilà, bienvenue. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, le webinaire d'hier est en ligne. Et l'idée aujourd'hui, c'est de présenter quelques outils permettant de garantir une certaine qualité du code lorsqu'on arrive alors en fin de projet d'une part, mais c'est également des outils qu'on peut utiliser au fur et à mesure qu'on avance sur le projet pour se simplifier la vie, et notamment par rapport au respect des guides de style officiels comme la PEP8 par exemple, ou au respect de certaines pratiques. Un certain nombre d'outils peuvent nous aider et on va voir comment. Et pour ce faire, j'ai récupéré du code à droite à gauche, mais surtout donc en cours OC, et j'ai essayé d'exécuter ces outils et de voir qu'est-ce qu'ils me donnaient comme diagnostic, et ensuite on va ensemble essayer de corriger un certain nombre d'erreurs, voir à quoi servent certains outils, et quelles sont leurs limitations, pourquoi en utiliser plusieurs. Et on va discuter les spécificités de ces outils-là. Souvent, lorsque je suis en soutenance et que je pose la question qui est pensez-vous que votre code respecte la PEP8 ? Souvent, on me répond oui, j'ai corrigé les notifications ou les éléments qui étaient affichés par PyCharm. Donc, mon code respecte la PEP8. En fait, PyCharm, d'ailleurs comme VS Code, par défaut, utilise souvent un outil qui s'appelle PyLint, qui est un outil d'analyse statique qui va lire votre code et essayer de sortir ce qui ne va pas. Le problème de PyLint, c'est qu'il essaye de faire beaucoup de choses. Il va vous rendre ou vous retourner des erreurs liées à la PEP8, entre autres, mais il va également essayer de faire ressortir certaines mauvaises pratiques. Il va également vous donner des erreurs qui n'auront pas de sens dans le contexte d'un projet de petite taille ou d'un projet éducatif. En effet, alors je vais essayer de... Hop. Donc, dans un projet éducatif, par exemple, PyLint va vous dire, ici, vous avez une classe, il y a trop peu de méthodes, ça ne vaut pas la peine de faire une classe, par exemple. C'est clair que dans un contexte plus général, si on va, par exemple, sur un projet professionnel, et évidemment qu'on pourra éventuellement prendre ce type de retour de PyLint, mais dans un projet éducatif où on nous demande de faire un design orienté objet, ça ne nous avance pas beaucoup à ce que PyLint nous dise de ne pas faire de classe ici, de faire une classe éventuellement là. Et nous, on aimerait qu'il nous retourne des erreurs plutôt liées au guide de style officiel ou à différentes métriques que vont utiliser les mentors dans leur soutenance. Donc, on va essayer de regarder un peu ces outils et l'idée, c'est de commencer par les installer. Alors ici, on va installer ces différents outils un à un. Vous pouvez remplacer ici pipenv par pip dans un environnement virtuel ou pas. C'est un peu égal. L'idée, c'est de les installer directement depuis PyPy. Donc ici, le premier qu'on va installer, c'est Flick8, qui lui va nous servir vraiment à regarder si la plupart de nos fichiers respectent la PEP8. Donc ici, Flick8, donc je l'installe en outil de dev. La prochaine installation, alors on va déjà commencer avec Flick8. On va regarder que j'ai deux exemples ici. Tout d'abord, on va rentrer dans le premier exemple et on va voir que Flick8, dans le premier exemple, nous retourne passablement de choses. Ça, c'est un coup. J'ai repris ça dans le cours que je décris assez régulièrement sur Open Classroom. C'est l'exemple d'Ecalabyrinthe dans le cours. Pygame qui traîne sur le web et qui est anciennement en cours d'Open Classroom, ce qui a un petit peu été abandonné pour sa qualité, mais ici on voit typiquement le genre de sortie que peut nous faire Flick8. Donc simplement ici, j'ai exécuté Flick8 à la racine de mon projet ou à la racine du répertoire de mon exemple.
Et on voit qu'il me sort un certain nombre d'erreurs, par exemple certaines lignes trop longues, sachant que que la PEP8 va demander en général 79 caractères. Éventuellement, la PEP8 laisse ouvert la possibilité d'augmenter ce chiffre jusqu'à 99 caractères si on crée du code propriétaire et qu'à l'intérieur de l'entreprise, on est d'accord de laisser, de laisser des lignes plus longues. Donc, c'est éventuellement un choix. On va voir qu'il va sortir des erreurs lorsque je fais des imports étoiles, chose qu'on devrait essayer de limiter ou de pratiquement jamais faire. Également, donc d'autres erreurs qui seront en fait finalement des conséquences de tout ça. Beaucoup d'erreurs qui concernent des espaces en fin de ligne ou éventuellement des lignes vides, enfin des lignes qui manquent à différents endroits, etc. Et la plupart de ces erreurs sont liées à la PEP8. Donc la PEP8, c'est un document qu'on peut lire, hein, qu'on peut lire en anglais ou on trouve des traductions en français. Et donc, je vous encourage à lire cette PEP8 également. D'autant plus que Fleck8 ne va pas être capable de tout corriger. Et vous voyez que mon VS Code, malgré le fait que c'est l'outil que j'utilise tous les jours et qu'il est en principe bien configuré, ici, rien que sur cette interface, il ne me donne pas d'erreur, alors que si je déploie ici mes différents fichiers, je dirais que j'ai en tout cas quelques éléments qui ne respectent pas la PEP8. Est-ce que l'un d'entre vous arriverait à me dire déjà un élément qui ne respecte pas la PEP8 ici? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc je vois que personne n'a forcément d'idée. Tout d'abord, la PEP8 interdit les majuscules dans les noms de package et non dans les noms de modules. Chose qu'on va croiser très souvent. Donc mon class.py, ici, il est, euh, il est déjà pas conforme parce qu'il a en C majuscule également. Le exemple n'est pas conforme non plus parce qu'il a en E majuscule. Donc ici, déjà, on peut corriger ce type de truc. Et le message, déjà, le premier message, c'est que ni Fleck8, ni PyLint va me donner ces indications-là. Ok. Donc, déjà, une première chose, c'est que le premier outil qu'on peut vendre pour respecter la PEP8, c'est son navigateur web et c'est de lire la PEP8. Déjà, première chose, pas de raccourci. Donc, il n'y a pas le choix. Et il serait finalement bien qu'en professionnel Python, ou quelqu'un qui arrive en fin de formation, au minimum une fois, c'est pas non plus de la grande littérature hyper longue à lire, là on a à peine une dizaine de pages, mais c'est de lire une fois complètement la PEP8 en français ou en anglais. En français, ça va très bien aussi. Et pour se rendre compte un peu de qu'est-ce que ce guide de style contient. Une fois qu'on a absorbé la PEP8, on peut absorber la PEP 257, qui est la même chose pour les docstrings, seulement c'est beaucoup plus court. Beaucoup plus court, donc ici, on arrive très facilement à avoir un petit peu la vue d'ensemble de ce qui est. Donc, première chose, c'est d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on veut respecter comme norme de qualité par rapport au guide de style et éventuellement corriger à la main toutes ces histoires de noms, toutes ces histoires d'import ici. Personne ou aucun outil va m'enlever mes étoiles. Donc, ne pas utiliser d'étoiles dans ces imports, ne pas utiliser de majuscules dans ces noms de modules et dans ces noms de package, etc., etc. Pour le reste, on peut faire des choses. OK. Donc, ici, deux outils diagnostiques. C'est Fleck8 qu'on a installé. Et puis, l'autre outil, que peut-être pour certains d'entre vous connaissez plus, c'est PyLint qui permet lui de faire
un peu plus que la PEP 8. Il fait la PEP 8, mais il va également faire une analyse statique de votre code. La recommandation que je vais avoir, c'est finalement d'y aller par tiroir comme ça. Tout d'abord, aller sur Flake 8, corriger toutes les erreurs de Flake 8, et ensuite, on peut aller sur PyLint et corriger autant d'erreurs que possible sur PyLint. Le problème de PyLint, c'est qu'il a un rapport signal sur bruit qui est assez peu élevé. Donc, beaucoup de bruit et quelques remarques souvent qui peuvent être utiles, mais c'est difficile d'avoir un 10 sur 10 sur PyLint. Donc, tandis que Flake 8, il est absolument possible de toujours corriger 100% des erreurs. Et ça, c'est la première chose que beaucoup de mentors font sur une soutenance, c'est qu'ils prennent le code de l'étudiant, ils exécutent Flake 8, et là, c'est tout à fait objectif. Si on récolte 150 lignes, on est pratiquement sûr déjà de devoir faire un retravail sous 48 heures pour corriger ces erreurs-là. Donc, chose qu'on peut absolument éviter. Ici, si je rentre dans mon exemple 2, du coup, et que je fais la même chose, Flake 8, ici, on voit en projet où j'ai pas d'erreur Flake 8. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça veut dire que j'ai pas d'erreur Flake 8. On peut voir également que PyLint, ici, sur un tout petit projet comme ça, va me sortir quelques erreurs, sauf erreur. Aussi dû au fait qu'il est petit, mais donc PyLint va me donner une note ici de 9,47, tandis que Flake 8 me donne une note de 100%. Voilà, donc voilà deux outils qu'on peut utiliser, qui on voit que sur un même projet, ils auront des choses différentes à dire. Flake 8 va me dire des choses sur la PEP 8, tandis que PyLint va me donner des indications plus générales sur la qualité de mon code. Un autre outil qu'on va utiliser ensemble pour essayer de corriger ces codes, c'est un outil qui s'appelle DocFormatter. En effet, ici, je vois que j'ai rajouté des docstrings, j'ai fait un bel effort de documentation. La plupart du temps, je ne respecte pas les 79 caractères ou je ne respecte pas le format de la PEP 257. De nouveau, pas trop envie de devenir juriste pour coder. Je veux me concentrer sur l'algorithmique, pas sur le fait est-ce que je respecte la PEP numéro N quelque chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est installer un outil qui s'appelle DocFormatter. J'ai préparé une feuille de triche pour vous rappeler un petit peu tout ça. Donc, DocFormatter, ici, de nouveau, je vais pouvoir l'utiliser pour corriger spécifiquement déjà les docstrings. Et c'est le premier niveau d'amélioration que je vais apporter ici, c'est qu'on va d'abord corriger toutes les docstrings. Alors allons-y, ici, hop, je fais docformateur. Peut-être que non, mon environnement virtuel semble activé. Je vais voir. On va refaire. Voilà. Alors maintenant, du coup, doc formateur, on veut lui dire de parcourir récursivement chaque fichier, puis ensuite chaque fichier dans les sous-dossiers qu'on a dans les dossiers, et puis de remonter tout l'arbre de répertoire qu'on a dans notre projet récursivement pour essayer de corriger un petit peu tout ce qu'on a. C'est pas FOC, mais DOC. Donc récursive. Ensuite, je veux directement qu'il me modifie les trucs. Donc ici, c'est l'option in place. De nouveau, je vous ai mis ça dans le petit résumé. Et puis ensuite, je veux qu'il commence dans le répertoire courant ici. Ici, j'ai mes docstrings. On va pouvoir les voir changer en live pratiquement. Hop. Et voilà. Il m'a non seulement corrigé mes docstrings qui dépassaient de ma ligne des 79 caractères, mais en plus, il m'a tout formaté de manière conforme à la PEP 257. Donc, de nouveau, j'ai des PEP que je veux respecter, mais j'ai des outils
qui permettent de faire le travail pour moi. Ici, on n'est pas de nouveau censé être des juristes, mais des développeurs. Rien n'empêche d'écrire son code au kilomètre et de temps en temps avoir la possibilité de lancer quelques commandes qui vont permettre de garantir cette qualité-là. Ici, donc, j'ai déjà des classes que je vais donc en projet de mon exemple 1 que je vais essayer d'améliorer dans un premier temps. Alors, on va aller dans exemple 1. On va lancer Flequit. Flequit. On a vu que déjà, il y avait pas mal de choses qui allaient sortir. Il y a des choses que j'arriverai peut-être pas à corriger sans toucher moi-même au code. Ici, donc Pygame aime bien ou recommande souvent son module pygame.locals ou from pygame.locals import étoile. Je dirais que ça, c'est un cas très particulier. C'est-à-dire que Pygame a fait l'effort de déplacer toutes ces constantes au sein d'un fichier locals de manière à pouvoir les importer tout en bloc. Donc, ici, je dirais, pourquoi pas utiliser l'étoile? En l'occurrence, pour mon code, je le déconseille fortement. Et la PEP8 le déconseille également. Si nous allons sur les imports, il doit y avoir quelque chose avec une étoile quelque part, je le chercherai à un autre moment, voilà. Donc, les wildcard import, donc, de manière générale, should be avoided. De manière générale, ils ne sont pas formellement interdits, mais très fortement déconseillés, très fortement découragés. Le message que je donne, c'est que sur un code de débutant, ne pas utiliser l'étoile. Des fois, au début, c'est bien d'avoir des recommandations tranchées. Je dirais utiliser l'étoile quand on sait ce qu'on fait et qu'on connaît les conséquences. Donc, du coup, dans un tout premier temps, ne pas l'utiliser. Ça me fait beaucoup de choses à parcourir à la main. Alors là, j'ai la possibilité d'utiliser des autoformateurs. Alors, on va regarder un autoformateur relativement soft qui s'appelle AutoPEP8. Donc, le nom parle de lui-même. AutoPEP8 va nous permettre de corriger pas mal de choses déjà. Un autre autoformateur très populaire, mais beaucoup plus agressif, c'est Black. Donc ici, Black, PyPy. Donc Black est en version bêta, mais je peux très bien donc l'installer de la manière suivante. Donc également, je vais directement l'installer pour qu'on voit la différence de ces outils. Donc install Black. Je vais juste spécifier la version. Et voilà. Donc maintenant, on a vu ces erreurs qui étaient reportées par PEP8. On va essayer de les corriger. Première chose qu'on va faire, c'est avec AutoPEP8, nous allons lancer l'autoformateur sur l'ensemble du projet et essayer de corriger pas mal de choses. Donc, je vois que ici, j'ai à vue d'œil 150 lignes probablement d'erreurs. On va voir qu'est-ce que l'autoformateur peut faire pour nous. Si je ne veux pas attendre, on va faire ça comme ça. S'il veut bien. Voilà, donc j'active l'environnement virtuel et donc auto PEP8. En fait, les commandes sont exactement les mêmes que pour docformateur. Donc récursive, in-place. Donc récursive parce que je veux visiter chaque fichier de manière récursive dans chaque répertoire et sous-répertoire. Et in-place parce que je veux directement
auto-formater le fichier. Je ne veux pas finalement écrire sur la console le code qui devrait être écrit. Donc, et puis ensuite, point. Le point a de l'importance. Il ne se voit jamais quand je l'écris sur Discord, par exemple, mais le point ici signifie je veux commencer depuis le répertoire courant. Voilà. J'exécute. On voit ici que des choses ont commencé. Alors, qu'est-ce qui a typiquement commencé? Alors, on pourrait voir ici, par exemple, si je ne mets pas les deux espaces ici, si je ne mets pas l'espace ici, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut très bien visualiser. Je relance AutoPup8 et je vois que tout de suite, ça s'est normalisé. Donc, en espace ici, deux espaces avant la classe, en espace après la docstring, etc. Quand je code, je peux vraiment faire les choses comme je le sens. Je n'ai pas besoin de commencer à être juriste. De toute manière, je lance AutoPup8 après et il va formater ces choses-là pour moi. Également, si je mets des espaces en fin de ligne, ce qui est totalement interdit par la Pup8, ces espaces vont disparaître lorsque j'exécute l'autoformateur. Donc à ce niveau-là, pas trop de soucis. Black sera un petit peu plus agressif. Ici, s'il est installé, je peux, sauf erreur, le lancer tel quel. Il a reformaté pas mal de fichiers. Alors là, on ne le voit pas tout de suite, mais Black va également s'occuper sur mon code, lorsque je le lance, de aussi reformater des choses qui ne doivent pas forcément l'être. Alors, on va voir que si je décide, par exemple, d'avoir des simples quotes, Black va tout normaliser. Je peux également demander à Black de mettre les line lengths par exemple à 79 caractères. Il va en principe, je ne sais pas, mis de passe, pardon, toujours le point. Voilà, en principe, alors là, il ne va pas agir sur les commentaires, mais sur du code qui éventuellement dépasserait, il va le reformater. Alors malheureusement, je n'ai pas de code qui va au-delà. Essayons maintenant un petit coup de FLEC8. Alors, ici, je vois déjà que j'en ai beaucoup moins. Alors, j'en ai toujours ici, from class, import, étoile. Heureusement que j'ai déjà pas que j'ai pas exécuté mon code parce que j'ai changé les imports ici. Hop, là, on va l'appeler l'habit en minuscule. Là, on va l'appeler constante. Ça, on respecte la Pup8, ça je dois le faire manuellement, mais globalement, j'ai déjà beaucoup moins de choses. J'ai toujours beaucoup d'erreurs ici qui viennent des imports. Malheureusement étoiles. Ça, je pourrais rien faire automatiquement puisque ici, vous n'avez pas trop d'autres choix que ici, from constant, import. Alors, je vais devoir lister les différentes constantes. Ou alors, je fais un import constante. Import constante. Et dans ce cas-là, je vais devoir aller devant chaque constante le préfixer par constante. Donc, là, j'ai quand même du travail à faire à la main et par rapport au thème de ce webinaire, je ne peux pas tout automatiser. Il y a des choses que je dois garder. Les autres choses que je ne peux pas automatiser, c'est dans constante, ici, les noms des constantes ne sont pas conformes. Je vous rappelle du nouveau, selon la Pup8, une constante doit être exprimée sous la forme de majuscules. Donc, le nom de la constante doit contenir des majuscules séparées par des underscores. Ici, je n'aurai pas d'autre possibilité également que de tout corriger mes noms de constantes à la main, de la même manière que les classes doivent commencer avec des majuscules et ne pas contenir ni de underscore ni d'espace, et que les noms de méthodes et de variables ne doivent pas contenir de majuscules. Donc, il y a des règles qui sont toutes exposées dans la Pup8 que vous pouvez de nouveau
parcourir dans les règles de nommage. Ici, si on regarde les naming conventions, c'est pas si long, hein, la partie name. On peut regarder les conventions pour les noms de classe, les conventions pour les noms de package et de modules. De nouveau, on a vu, hein, pas de majuscules. Pour les noms de variables, pour les noms de fonctions, etc., etc., etc. Donc vraiment, c'est important de s'imprégner de ces choses-là et on peut pas donc tout automatiser. Mais on peut automatiser une bonne partie. Une autre chose qu'on ne pourra pas automatiser, c'est les noms de modules comme class.py, functions.py. Ça, je dirais, à bannir. Donc, essayez-vous directement de choisir des noms de classe qui veulent dire quelque chose, qui décrivent ce que contient la classe, mais décrire ce que contient le module. Mais ici, vous me direz certes, classe.py décrit ce que contient le module, il contient des classes. Mais quelle classe? Ici, on est dans un jeu, alors j'aurai des classes qui représentent le niveau du jeu, j'aurai des classes qui représentent le héros, j'aurai des classes qui représentent les méchants, j'aurai des classes qui représentent les gentils, etc. Donc, je vais trouver des noms de modules qui sont significatifs. Et pour ça, malheureusement, ça c'est la mauvaise nouvelle, il n'y a pas d'outils, donc je dois également passer à la main et je dois passer à la main pour ces constantes. Mais on voit que déjà automatiquement, j'ai pu faire déjà pas mal de choses, pas mal de corrections. Je vois que j'ai encore quelques lignes qui sont ici un petit peu trop longues, mais via en auto-formateur. Alors ici, par exemple, on peut aller se mettre dans des cas labyrinthes qui s'appellent même maintenant Labi, et on peut aller à la ligne, par exemple ici, la ligne 41 de classe. Hop. La ligne 41 de classe, c'est des commentaires. La plupart du temps, les commentaires, en tout cas Black le fait pas de mémoire. On va essayer. Donc moi, je vais juste ici modifier mon settings.json pour activer le formatage directement à la sauvegarde. Alors je crois qu'il le fait manifestement pas sur les commentaires. Est-ce que j'ai une ligne que je pourrais rallonger ici juste pour voir le truc? Alors évidemment, là, on a du code qui est pas très joli et ça, non plus, les outils peuvent pas faire grand-chose pour ça, malheureusement. On n'a pas de code suffisamment long. Donc Black s'occupera également de couper vos lignes et de formater très en profondeur votre code. Ça, c'est déjà également un outil qui peut être vraiment utilisé à bon escient. Donc on a vu Doc Formateur, PyLint. Alors maintenant, si j'exécute PyLint sur cet exemple, là, PyLint exemple 1, on voit que PyLint va me sortir encore plus de trucs et effectivement va choper notamment les mêmes erreurs, mais il va en sortir en plus en plus il supporte pas bien Pygame, donc il va vous donner encore quelques erreurs qui sont liées à Pygame qui est en module compilé. Donc on voit ici la note globale de l'exemple OC, donc ici on est loin de la perfection. Donc voilà pour ça et ces différents outils. Maintenant, si on va sur le deuxième exemple, donc exemple 2, on a un code que j'ai fait, pour exemple, dans le Discord relativement récemment, où normalement Fleck8 ne doit pas me donner beaucoup d'erreurs. Donc ici, Fleck8 ne donne pas d'erreurs. PyLint me donne quelques erreurs. Pardon, PyLint simple menus. PyLint donne des erreurs. On voit ici que sur une classe, si je vais dans State Machine, j'ai effectivement une petite classe juste avec une méthode. Donc, toFew public method, lui, ce qu'il va conseiller, c'est ici clairement de ne pas faire de classe. Alors, sur un projet,
éducatif, sur un projet d'apprentissage, n'écoutez pas, absolument pas, ce genre de remarques, parce que ce genre de remarques est vraiment adapté pour des plus gros projets. Je peux configurer PyLint et éventuellement désactiver ce R0903 ou ce genre de choses. Donc, vraiment, il faut PyLint, c'est pour ça que souvent on ne l'utilise pas au début, parce qu'il va vous faire des retours qui ne sont pas forcément adaptés à votre besoin. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, ça veut dire que c'est adapté à certains contextes et pas à tous les contextes. Également, alors là, il a tout à fait raison. Par contre, PyLint me dit que quelque part, j'utilise une fonction ou une variable qui s'appelle next. Il existe en next en Python. C'est a priori, c'est pas un mot réservé, c'est une fonction de la bibliothèque standard next, et j'aurais pas dû le faire, mais à culpa. Donc là, par exemple, PyLint est capable de capter des choses que Flequit n'est pas capable. Flequit ne dit rien. PyLint me donne quelque chose de pertinent ici. Également, on voit que sur app.py, là j'ai une fonction dans laquelle j'ai un enchaînement de menus qui sont proposés à l'utilisateur, et tout à la fin, hop, j'ai une petite fonction qui permet de dire au revoir jusqu'au temps quitte. Ça ne fait pas grand-chose, c'était même pas très utile. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est très malin ou pas, mais toujours est-il que dans cette méthode, j'utilise pas le self. Il va me dire effectivement que la méthode ici n'utilise pas self, donc je pourrais éventuellement faire une fonction, une possibilité. On va voir est-ce que j'en fais ce qu'on appelle une méthode statique méthode. Si j'en fais une statique méthode, est-ce qu'il me le met? Donc, ah oui, bien sûr, si je mets une statique méthode, on ne va pas vouloir le self. Alors là, déjà, il m'a éliminé ça. Alors éventuellement, en faire une méthode statique pour garder ça dans la classe, ou alors en faire une méthode à part entière en sortant ça de la classe. Ici, par souci de cohérence avec les autres méthodes gérant les différents menus de mon application, je vais garder la décision de design que j'ai prise d'en faire une méthode de ma classe, une méthode avec un self, et certes, PyLint ne va pas être content parce que je n'utilise pas le self ici. Personnellement, je peux vivre avec. Donc, en fait, l'idée derrière PyLint, c'est qu'il va vous donner des recommandations, pas des ordres. Et quelque part, vous devez un peu analyser ce qu'il dit. Ça vous donne des conseils, et de réfléchir à ces conseils permet de devenir un meilleur développeur, puisque ça vous permet de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il me dit ça. Et puis après, c'est à vous de prendre une décision aussi éclairée que possible sur ce que vous pouvez faire ou pas faire. C'est pour ça que ces décisions-là en font pas nécessairement le premier outil pour corriger les premières erreurs. Donc, de nouveau, d'abord Flequit, corrigez tout ce que vous pouvez avec Flequit, et ensuite passez PyLint, parce que sur PyLint, vous aurez des décisions à prendre, des choses à regarder de plus près. Une autre chose que j'ai effectivement maintenant encore occultée, c'est une erreur relativement fréquente. Ici en haut, en plus des étoiles, j'ai cette notion d'import. Ici, les imports ne sont pas corrects, comme d'ailleurs ici. Les imports ne sont pas corrects puisqu'ils ne respectent pas la PEP8. En effet, les imports au niveau de la PEP8 doivent être présentés sous la forme suivante. Donc, les imports standards, donc tous les imports de la bibliothèque standard. Ça, c'est les joies de l'autocomplétion. Donc, les imports standards. Les imports des bibliothèques tierces. Donc, tout ce que vous avez installé avec Pipan ou Pip, et vos propres imports, les imports du projet. Okay, et chaque fois séparés par une ligne vide.
Okay, donc vraiment, c'est important qu'il soit toujours dans cet ordre-là. C'est un des reproches que je fais le plus, par exemple, au P5. Et un élément comme ça, c'est, je dirais, retravail sous 48 heures. Comme ça, une fois qu'on l'a retravaillé une fois, on le sait. Donc, il y a aussi des outils pour ça. Et l'outil qu'on peut utiliser à ce niveau s'appelle eSort. Alors là, je mets des guillemets dans mon pipenv install parce que eSort, je vais pouvoir décider si, avec des crochets, ici, et c'est des crochets que n'aime pas mon système, si je veux qu'il supporte les requirements ou si je veux qu'il supporte les pip files. Pip files, donc c'est les fichiers de dépendance de pipenv, ou les deux. Donc requirements, virgule pipfile. Alors installons ça. Ici, j'aurais dû marquer dev. Alors, qu'est-ce que va faire eSort? Il va automatiquement me trier les choses. Alors, pour juste que ce soit plus sport, je vais importer JSON, par exemple, un module standard, pour qu'on voit un petit peu ce qu'il fait, même si je n'ai pas besoin dans mon programme ici. Et ce sera donc on va arriver à ce niveau presque au bout. Donc, hop, j'attends qu'il ait fini l'installation et on va voir ici que eSort peut nous rendre service. Donc, eSort, normalement, -rc. Je ne sais plus s'il y a le point. On va voir. Hop. Est-ce qu'il l'a corrigé? Non, il ne l'a pas corrigé. Hop. Je vais, hop, on va reprendre mon anti-sèche. Hop. Ah, mais je suis sur l'exemple 2. Et évidemment, ça risque pas de fonctionner. Donc, on va faire ça comme ça. eSort. Easy. Et voilà. Automatiquement, il m'a trié mes imports. Il a mis le module JSON au début. Ensuite, comme j'ai installé eSort avec requirements, pipfile, il va aller lire mon pipfile, ou si vous avez un requirements.txt, il va aller lire votre requirements.txt, donc il va détecter quelles sont les bibliothèques installées, et il va les mettre dans le deuxième groupe. Et ensuite, tout le reste, c'est vos propres fichiers et vos propres imports, et il va les mettre dans le troisième groupe. Donc voilà, eSort-rc. Voilà, j'ai failli à ma proposition de faire un webinaire sur une demi-heure, on est un petit peu plus long. Pour le mot de la fin, donc vous pourrez vous rendre sur le Discord, sur le salon projet 3, sur les messages épinglés, et en remontant juste pas très loin, vous avez la possibilité ici, donc si on remonte à ce message-là, vous avez une sorte d'anti-sèche que vous pouvez utiliser ici. Les différents modules que j'ai utilisés, donc Black est également proposé ici. J'ai chaque fois donné la commande d'installation, la commande de lancement, une petite description de ce que ça fait. J'ai également mis en dessous quelques références qui ont été données, par exemple, pour intégrer certains outils à Visual Studio Code et quelques recommandations pour la configuration de ces différents outils. On trouve le lien sur la PEP8 en français et vous trouvez ensuite toute la discussion et le débat qui n'a pas manqué de s'en suivre. Donc, je vous laisse lire ça attentivement et tester ces différents outils, choisir ceux qui vous rendent service et corriger à la main le reste. Donc, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire automatiquement. Il y a passablement de choses qu'on doit faire à la main également, mais on peut atteindre, comme dans mon exemple 2, des situations où on n'a aucune erreur flécuite. On peut également atteindre des situations, comme dans l'exemple 1, on a de multiples erreurs flécuites. C'est un cas qui revient souvent en soutenance.
n'hésitez pas à contrôler avant, parce que si vous avez 150 lignes d'erreur, vous êtes persuadé que vous savez déjà l'issue de la soutenance. Donc, si vous utilisez ces outils au moins avec un objectif de diagnostic, ça vous permettra de partir déjà en sachant que vous êtes bien par rapport à ces questions de pépite, de qualité de code. Et ça, c'est une très bonne chose. Également, vous allez très vite prendre l'habitude de plus utiliser les étoiles et ces choses-là. Donc, très rapidement, vous allez voir que 80% de la tâche de respect des guides de style est automatisable. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai fini. J'ai pu présenter différents outils qui vous faciliteront la vie, j'espère, pour la suite du parcours. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous dis pour certains d'entre vous à demain. La vidéo d'hier, une nouvelle fois, est en ligne. Celle-ci sera en ligne tout bientôt. Et demain, nous traiterons du protocole d'itération, c'est-à-dire comment créer des itérables et des itérateurs sur sa classe Python. C'est un sujet qui est particulièrement intéressant puisque ça permet d'avoir des objets, ses propres objets qui peuvent être explorés ou parcourus à l'aide d'une boucle for. Et donc, je vous invite également demain à 19 h pour cette nouvelle thématique. J'espère que ça vous servira pour la suite. Donc, à demain tout le monde et puis peut-être à bientôt sur le Discord. Au revoir.